passe. Et on reçoit aujourd'hui Jean-Baptiste Giraud. Bonjour, vous êtes avec Jacques Bichot, l'auteur de ce roman qui s'intéresse à l'après-crise sanitaire. Un essai, c'est pas un roman, c'est un vrai travail, un document même. Un essai, et ça s'appelle Dernière crise avant l'apocalypse, et c'est aux éditions Ring. Alors, Jean-Baptiste Giraud, je ne sais pas à quoi vous jouez avec Jacques Bichot. Les Cassandres, les oiseaux de mauvais augure. Les déclinistes. Plus que les déclinistes. Vous dites carrément, et d'ailleurs, intéressant d'ailleurs, la couverture, je la montre, la couverture aux auditeurs de Sud Radio, c'est intéressant, en tout cas c'est à lire, ne fût-ce que pour vous énerver, au bon sens du terme. Ça s'appelle donc Dernière crise avant l'apocalypse, Maxime l'a dit, et c'est une, vous voyez, bombe nucléaire, l'explosion nucléaire, avec euro écrit en lettres flamboyantes dessus. On aurait pu mettre dollar, yen, yuan, l'euro symbolise la monnaie pour nous, mais c'est la monnaie ensemble. Alors d'abord, vous dites d'ailleurs, peut-être qu'on peut s'en sortir, le pire n'est pas toujours sûr, heureusement, sinon on serait allé se suicider tout de suite. Mais en fait, Jean-Baptiste Giraud, la dernière crise avant l'apocalypse, c'est quoi? C'est la crise qu'on vit en ce moment, celle du Covid? C'est ça. Beaucoup pensent que le Covid est la crise, mais en fait la crise, elle existait déjà, elle préexistait au Covid. Est-ce qu'avant le Covid, on avait un problème avec les retraites ou pas? Bah oui, on avait un problème avec les retraites. Est-ce que la Sécu était pas déjà en difficulté avant les retraites, même si, avant le Covid, même si évidemment au moment du Covid, les comptes étaient presque équilibrés grâce à certains artifices comptables? Non. Est-ce qu'on n'avait pas un problème de natalité déjà, juste avant la crise du Covid? Et est-ce que les finances publiques, les exportations n'étaient pas déjà tous dans le rouge vif? Non, bien sûr. Donc la crise du Covid ne fait que révéler la fragilité de notre système. C'est le thermomètre. C'est le thermomètre. Ou la feuille de température, disons. C'est plutôt la lampe torche qu'on vous braque dans les yeux pour vous obliger à voir. Après, on tourne et on regarde. Est-ce qu'on n'a pas eu un énorme problème pendant la crise du Covid pour fabriquer de simples masques sanitaires? Est-ce qu'on n'a pas été obligé d'aller chez Decathlon pour aller acheter des masques de plongée pour fabriquer des respirateurs d'urgence bricolés avec des bouts de scotch pour sauver des centaines, peut-être des milliers de personnes avec des masques de plongée? Est-ce que nos soignants n'ont pas été obligés de s'équiper de sacs poubelles pour se protéger du Covid comme ils pouvaient en se scotchant les jambes autour du sac poubelle? Tout ça, c'est le révélateur de l'état dans lequel nous sommes vraiment. Bien sûr, on a une station spatiale internationale qui survole nos têtes, bien sûr. On parle d'aller sur Mars, bien sûr. Les fusées d'Elon Musk font des prouesses. Mais derrière tout cela, cet écran de fumée, ce rideau de fumée, nous avons un énorme problème. Nous vivons de plus en plus vieux et nous n'avons pas financer cette nouvelle jeunesse qui dure jusqu'à 50 ans et cette vieillesse, ce troisième âge qui dure jusqu'à 80 ans, et je vous parle même pas du quatrième âge. Mais Jean-Baptiste Giraud, est-ce que vous mettez dans le même sac tout le monde? Je m'explique. Et là, vous parlez effectivement, je rappelle tous les chapitres que vous avez abordés, on va en parler, hein, l'interdépendance, la mondialisation, la croissance économique, on va parler des bas de laine, effectivement. On va essayer de parler très concrètement de ce qui nous attend, enfin, selon vous. Hein. Oh, ça nous attend pas forcément toujours, on est dedans. La dette, la crise des finances publiques, on est les deux pieds dedans. Alors on est à combien la dette? Alors parlons-en, soyons concrets. Oui, on est à combien? Parlons de la France. Vous savez quel est le vrai problème, André Berkoff? C'est que les chiffres que l'on se balance à la tête, les centaines, les milliers de milliards d'euros, personne ne les visualise, ils n'ont aucun sens, ils ne veulent rien dire. C'est simplement lorsqu'on les rapporte à la dette individuelle que ça commence à nous faire percuter. Et si je vous dis que vous êtes endettés, vous et chacun de nos auditeurs, y compris leurs enfants, y compris s'ils sont nés la semaine dernière, à hauteur de 40 000 euros et peut-être plus, pour tout le monde ça paraît virtuel parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être allés à la banque ou on leur a dit rien. Oui. Ils n'ont pas signé un papier en disant oui, je suis solidaire de 40 000 euros. Ils disent bah non, c'est pas moi, on se débrouillera. Donc ça, le vrai problème de cet argent qui coule à flot et qui vient de nulle part, c'est qu'à un moment ou un autre, on va
payer la facture. C'est inéluctable. À un moment ou à un autre, il y aura soit une inflation massive, soit il y aura une taxation de l'épargne, de notre patrimoine. Attendez, Jean-Baptiste Giraud, mais on peut très bien faire comme un certain nombre de pays. On a annulé la dette. Vous savez très bien que certains nombre de pays. Vous allez dire, on n'est pas les pays d'Afrique. Non, mais pardon. Et il a dit, ben voilà, la dette, on s'assoit dessus. Oui, d'accord, mais on verra dans 50 ans, 40 ans, etc. Vous nous parlez de quoi? On a tout le temps. André Berkoff, je viens vous voir toutes les semaines et je vous tape 200 € toutes les semaines. Vous m'aimez bien et toutes les semaines, vous me sortez un billet de 100 € de votre portefeuille. Et puis un jour, vous commencez à me dire, Jean-Baptiste, il faudrait y songer à rembourser. Et puis, j'arrive encore à vous taper quelques billets de 100 €. Et un jour, je lui dis, André, tu le sais très bien, je ne te rembourserai jamais. Vous êtes appauvri de 100 € toutes les semaines. Vous comptiez sur cet argent pour financer votre retraite, pour aller en vacances. Cet argent va bien manquer. Le jour où on dit on annule la dette, il y a bien quelqu'un qui l'a donné cet argent. Alors on pense que la planche à billets, on fabrique virtuellement. Mais non. En fait non, il y a derrière des gens qui sont détenteurs de cette dette. Alors on va en parler parce que c'est très important. Parce qu'en fait, on a une vision extrêmement, tous d'ailleurs, une vision extrêmement abstraite de tout ça. On dit, on ne connaît pas, on ne voit pas. On n'a pas de vision du tout. Alors on va en parler tout de suite après ceci. Radio Jean-Baptiste Giraud est notre invité jusqu'à la fin de l'émission. Il est l'auteur de cet essai, Dernière crise avant l'apocalypse, et c'est aux éditions Ring. Alors, justement, Jean-Baptiste Giraud, vous disiez, oui, Jean-Baptiste va emprunter à Berkoff 100 €, il ne s'en aperçoit pas. D'ailleurs, vous n'oubliez pas de me donner mon billet à la sortie. Mais ça y est. Non, c'est pour ça qu'il est venu, c'est à vous, maintenant de me payer, je vous invite à une radio quand même. Non, mais Jean-Baptiste, en fait, bon, d'abord, André Berkoff, ou X ou Y, ou n'importe quel auditeur de Sud Radio, c'est très bien que, bon, c'est-à-dire le problème, on ne le sent pas comme ça, on n'a pas confiance. Personne ne vit, voilà. C'est-à-dire que le vrai problème, et vous le dites dans votre livre, c'est comment prendre conscience, parce que tout ça, ça reste abstrait. Si moi, je peux remplir mon frigo, si je peux remplir ma voiture, si je peux ceci, cela, tant que ce n'est pas perçu, évidemment il y a la précarité, évidemment il y a tout ça, elle est très forte, mais tant que c'est pas perçu, je dirais quasi physiquement, comment faire comprendre aux gens que justement l'argent facile va très loin. Vous avez des auditeurs qui l'ont perçu là. Lorsque l'économie a été mise à l'arrêt à 3 reprises, et il y en a beaucoup qui ont perdu l'intégralité de leurs revenus. On leur a dit, il y a des fonds de soutien, des aides. Ils en ont eu. Oui, et il y a ceux qui ne les ont pas eu. Il y a tous ceux qui ont mangé leur pain blanc. Il y a tous ceux qui ont mis leur... J'ai un chapitre là-dessus. Il y a tous ceux qui ont mis leur maison en vente pour continuer à survivre. Il y a ceux qui ont vendu, vous savez, on parle de vendre l'argenterie. Il suffit de regarder sur le Bon Coin ce que les gens vendent. Il y a des gens qui ont vendu le peu qu'ils avaient, le peu qu'il leur restait. Des téléviseurs d'occasion, des ordinateurs, des voitures. Il y en a qui sont partis par milliers et dizaines de milliers parce qu'ils n'avaient plus que ça pour faire le plein au supermarché. Il suffit d'aller. Alors évidemment, là on est à Paris, c'est facile. Nos problèmes, c'est la circulation et les embouteillages et les travaux d'Anne Hidalgo. Mais vous vous éloignez pas très très loin, vous prenez une voiture, vous allez à 50 km, vous allez dans un petit supermarché à l'heure du déjeuner, vous allez voir des gens qui achètent une baguette à 49 centimes et 2 tranches de jambon à 90 centimes et ça va être leur déjeuner. Et ça, c'est une réalité, c'est en France. On le dit, c'est une réalité. Il y a eu beaucoup plus de gens qui sont allés au Resto du Cœur ou au Secours catholique dans les derniers mois et ça va pas aller en s'améliorant puisque, vous l'avez entendu, Bruno Le Maire, il a dit on va arrêter de déverser de l'argent, le quoi qu'on lui coûte, c'est fini à la fin du mois. Donc oui, tant qu'il y a de l'argent qui arrive, qui tombe du ciel, ça va bien. Quand on arrête de verser de l'argent... Alors Jean-Baptiste Giraud, comment il se fait que les princes qui nous gouvernent, ou même les autres, il ne s'agit pas de gauche et de droite là-dedans, qui aspirent à le faire, comment ça se fait que, regardez par exemple, il n'y avait plus d'argent, et puis voilà, on va à Marseille, et ben allez, on va débloquer, on va faire ceci, on va faire cela. À chaque fois qu'il y a quelque chose, là, la Beauvau de la sécurité, on va créer une commission, ou on va créer une nouvelle organisation indépendante pour surveiller la police, etc., etc., etc. On a l'impression que ça champignonne de partout, au moment où on dit, allez, amenez-moi le Alors sac. effectivement, le problème, André, c'est qu'en parlant que de l'argent, qui est en fait le nerf de la guerre, l'expression n'est pas de moi, et le cœur du sujet, on a l'impression que je ne parle que de ça dans le bouquin, et beaucoup vont dire, ça va être très chiant le bouquin de Jean-Baptiste Giraud si on parle que de ça. Mais en fait, c'est vrai que l'argent est partout. Regardez, par exemple, le problème des retraites qui préexistait au Covid. On sait que les retraites de ma génération, et même de la génération qui est actuellement à la retraite, ne sont pas financées. Elles sont
partiellement financé par le système, et le reste, on l'emprunte. Donc depuis des années, on emprunte de l'argent pour verser des pensions de retraite. Et pour plus tard, on devrait encore emprunter plus d'argent puisqu'on ne fait pas les réformes. La sécurité sociale, est-ce qu'avant le Covid, elle n'était pas exsangue? Alors, certes, on avait remis plus ou moins les comptes à zéro, mais en faisant comment? En fermant des tas d'hôpitaux, on l'a vu, on a dit, on n'arrête pas cessé de répéter, Il y a eu on a supprimé des hôpitaux, même pendant la crise du Covid. Voilà, on a dit, on a fermé des lits d'hôpital, on a on réduit le nombre de soignants. Résultat, quand il y a une crise, on n'est pas capable de soigner tout le monde. C'est une réalité. Et pourtant, la crise de la sécurité sociale ne date pas d'hier. Ça fait des décennies que la sécurité sociale est dans le rouge. À chaque fois, vous voyez le point commun de l'argent. La dette, c'est de l'argent qu'on emprunte. Les retraites, c'est de l'argent qu'on emprunte pour payer une partie des retraites. La Sécu, pareil. Un autre sujet qui est développé dans le livre et dont on ne parle jamais. La natalité française. La natalité française qui est un sujet sous-jacent aux propos d'Éric Zemmour et de plein d'autres politologues en ce moment. On ne fait pas assez d'enfants, donc on compense avec un apport extérieur, l'immigration. Mais ce problème de la natalité française est un problème qui va nous exploser au visage, nous péter à la gueule. Va nous péter à la gueule demain. Pourquoi? Comment précisément? Donnez-moi des chiffres. C'est simple. J'aurai bientôt 50 ans. Dans 30 ans, il n'y aura personne. Si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à manger ma compote, il n'y aura personne pour m'aider à manger ma compote dans 30 ans. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a 1,7 million de personnes âgées dépendantes en France. Combien? Et il y a 1,7 million de personnes âgées dépendantes en France. Et il n'y a déjà pas assez de place en EHPAD. Tous ceux de nos auditeurs qui ont des parents dans une institution ou qui ont placé leurs parents ailleurs ou qui s'en occupent savent très bien que c'est un vrai problème. Les EHPAD sont très chers et il n'y a pas assez de place et les prestations à l'intérieur sont sujettes à polémiques et reportages régulièrement. Demain, c'est 2050, c'est quand j'aurai 80 ans. Demain, il y aura 5 millions de personnes âgées dépendantes. Or, on ne fait pas assez d'enfants, donc on compense plus ou moins avec l'immigration, mais demain, il n'y aura personne pour s'occuper de moi. Et ça, c'est un vrai problème qui va nous péter à la gueule en France, qui va péter à la gueule des Allemands, qui va péter à la gueule des Italiens, des pays qu'on ne soupçonne pas. En Corée, ils font 0,98 enfants. C'est-à-dire que... Corée du Sud, vous parlez en Corée du Sud, les chiffres de la Corée du Nord. Ouais. Bon, non, la Corée du Sud, vous avez un Coréen et une Coréenne qui s'unissent, et en moyenne, ils auront 0,98 enfants. Ouais. Ça veut dire que quand 10 Coréens se marient, 5 hommes et 5 femmes... Il y aura 9 enfants. Ou 8 enfants. Il y aura 9 enfants. Ouais. Non, il n'y aura pas 9 enfants. Non, il y en aura 5. 5, quand oui, 10 donne 5. Ah oui, 10 et 5 donne 2,5. Et 2,5 donne 1,75. On est sur une disparition en 3 générations de la Corée. Et on a le même problème en Allemagne, on a le même problème en Europe, partout en Europe, en fait, c'est une réalité. Les chiffres. Mais on dit qu'en France, le taux est supérieur à celui mais parce que notre façon voisins. Mais parce que la manière de décompter la natalité en France, on compte tous ceux qui sont nés sur le territoire français. Mais les chiffres dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, d'un rapport officiel publié par Causeur, mais rapport qui datait de 2019, sont imparables. Oui. France Stratégie rattaché au Premier ministre, donc c'est pas un organe complotiste, un think tank ultra-libéral ou proche de l'extrême droite, c'est un organe totalement officiel qui dit en France aujourd'hui, 30% des résidents sur le territoire français sont immigrés ou issus de l'immigration. C'est une réalité statistique. Il y a 30 ans, c'était pas 30%, c'était 5%. Donc quand Gérald Darmanin va dire sur les plateaux télé le nombre d'étrangers n'a pas augmenté en France, il a raison. Parce que le nombre d'étrangers n'a pas augmenté en France, mais en revanche, le nombre de résidents sur le territoire français qui sont immigrés ou d'origine immigrée, c'est une réalité, a augmenté. Alors bien sûr, ça résout aujourd'hui notre problème démographique. Mais ça a pour conséquence que, dans 30 à 50 ans, des peuples installés depuis des centaines ou des milliers d'années, par exemple en Europe, auront disparu ou seront minoritaires. C'est une réalité. C'est une des crises dont on parle dans ce livre. Et quelqu'un l'appelle le grand remplacement, mais il faut en parler. En tout cas, à tout de suite, on se retrouve avec Jean-Baptiste Giraud après les informations. Maxime. Jean-Baptiste Giraud, merci. Exactement. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes, je rappelle, l'auteur de cet essai. Dernière crise avant l'apocalypse aux éditions Ring. Et si vous voulez réagir, est-ce que vous partagez la vision de notre invité, vous nous appelez au 0826 300. À tout de suite. Avec Jean-Baptiste Giraud, effectivement, nous avons commencé à parler
de cette dernière crise avant l'apocalypse. Heureusement, le pire n'est pas toujours sûr, mais enfin, il faut regarder en face déjà ce qui se passe. Et ce qui se passe, Jean-Baptiste Bigiron, on a déjà abordé plusieurs sujets, mais ce qui se passe aussi, c'est quand même, vous parlez du monde, hein, c'est pas, ça ne touche pas que la France. Oui, c'est pas qu'un problème franco-français. Absolument, mais restons en Europe déjà et en France. Est-ce que quand même, vous savez, on dit toujours, oui, face à la Chine, il faut que face au Moyen-Orient, il faut que l'Europe s'unisse. Mais parlons de l'Europe à un moment juste, on parlera de la transition énergétique plus tard, mais enfin, par rapport à la France, l'Allemagne, elle mène le truc, elle est en plein. J'étais sûr que vous alliez me parler de l'Allemagne. Oui, parce que si vous voulez, on parle toujours, regardez, oui, la France, regardez l'Allemagne. Mais l'Allemagne, oui, mais il se dit, l'Allemagne dit, bon, ben on va importer des immigrés, nous, on n'a aucun problème. Oui, alors ils ont un petit peu évolué. Hein. Angela Merkel a fait rentrer 1,5 million de réfugiés syriens, et là, son successeur, qui risque de perdre les élections, mais les socialistes qui sont en veine et qui sont favoris des sondages disent exactement la même chose. Là, pour le coup, l'Allemagne dit, non, on va pas recommencer la même erreur, d'ailleurs. Il parle c'est vrai, mais non, ce que là, je veux dire, c'est la différence, quand même, le différentiel entre l'économie allemande et l'économie française. Vous voulez la comprendre en quelques chiffres très simples ? Oui, allez-y. Eh bien, c'est très simple. Vous savez qu'on a un déficit commercial. Pour nos auditeurs, le déficit commercial, c'est quoi ? C'est la différence entre ce que vous importez et ce que vous exportez. Exact. Donc, tous les ans, nous importons des biens parce qu'on en a besoin. Par exemple, votre téléphone, le mien aussi, il est américain, fabriqué en Chine. Les médicaments, etc. Oui, les médicaments, ce que vous voulez. Et puis, on exporte. Alors, nous, on est champion, par exemple, de l'exportation des produits agricoles et des produits de luxe. Où on était champion, on le reviendra, on était champion de l'exportation des avions, par exemple. Donc ça comptait pour beaucoup dans notre balance commerciale. Eh bien, malgré cela, malgré ces sujets sur lesquels on est champion, on est plutôt lanterne rouge sur beaucoup d'autres sujets. Figurez-vous qu'en 10 ans, la France, le déficit commercial de la France est de 1000 milliards. Un peu moins, 920 milliards, 930 milliards, désolé d'arrondir. Dans le même temps, les Allemands, eux, leur excédent commercial est de 2000 milliards. Donc ça veut dire que nous avons un différentiel colossal. Alors pareil, encore une fois, je sais bien que ces chiffres ne veulent rien dire, ces milliards ne veulent rien dire à nos auditeurs. Mais on voit bien qu'il y a un petit problème. Mais si c'était que l'Allemagne, l'Espagne est excédentaire. L'Espagne exporte plus qu'elle n'apporte. L'Italie exporte plus qu'elle n'apporte. La Belgique exporte plus qu'elle n'apporte. La plupart de nos voisins en Europe exportent plus. Nous sommes lanterne rouge des exportations. Ça veut dire que pourquoi ? Parce que désindustrialisation. Mais oui, il n'y a pas de Made in France. Qu'est-ce que vous allez à l'étranger ? C'est simple, il suffit que vous voyagez. Qu'est-ce que vous allez trouver comme produit français à l'étranger ? Si vous allez à l'hôtel, sur le buffet continental, il y aura de la confiture Bonne Maman et vous serez très très fiers. Peut-être même que vous aurez du beurre d'Isigny dans les hôtels 5 étoiles, parce que faire venir du beurre de France, c'est super chic. Au restaurant, vous allez commander du vin français. Oui, mais, quand même. Oui, mais ça s'arrête là. Vous verrez parfois quelques voitures françaises, mais sinon ça s'arrête là. Les Allemands, ils sont partout. Mais les Italiens sont partout, les Espagnols sont partout. J'ai changé il n'y a pas longtemps un capteur sur ma voiture. Ce capteur, le fabricant, il est espagnol et c'est le leader européen du capteur, comme il y en a plein sur les bagnoles. Non, on a un énorme problème. Et le problème a quelles conséquences ? C'est que partout où on ferme une usine en France, et Dieu sait que l'actualité, en ce moment ça s'est un peu calmé avec le coronavirus, mais avant, c'était tous les 15 jours, on fermait une usine quelque part. Et on disait quoi ? Les gens, ils ont 40, 50 ans, 60 ans. 60 ans, on les met en retraite. 50 ans, on leur propose une formation. 40 ans, on leur dit, va falloir vous débrouiller. L'usine ferme. Il n'y aura rien à la place. Il y a des centaines de villes en France, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont peut-être victimes de cette disparition de ces entreprises. Ou disparition. Voilà, ces entreprises qui ferment, qui ne sont remplacées par rien d'autre, et on dit à des gens, vous faisiez tel métier, le métier n'existe plus, l'entreprise a disparu. Va falloir innover, va falloir vous réinventer, va falloir apprendre autre chose. Mais on leur propose rien en face. Oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est imagination morte, imaginée. C'est en fait aucune innovation. La réponse du politique, vous avez vu, la réponse du politique depuis plusieurs années, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ont dit c'est la solution, c'est le revenu minimum universel. C'est-à-dire dire, ok, vous n'avez pas de boulot, mais on va vous verser quand même tous les mois une somme d'argent pour survivre. Oui, mais ça, ce que ça traduit, Jean-Baptiste, ça, le discours, c'est écoutez, il y a un tas d'improductifs, on va pas les laisser crever de faim, donc on va leur donner un minimum. Mais c'est hallucinant. C'est de l'assistanat déguisé, et ce n'est pas un pays ne peut pas rebondir en disant écoutez, on va avoir la masse du tiers-état et le clergé et la noblesse des métropoles productives à faire le boulot.
En fait, c'est l'état de la nation depuis des centaines d'années. Projetons-nous il y a 100 ans. Il y a 100 ans, qu'est-ce que faisait le Français moyen ? Eh bien, il était agriculteur. Enfin, le Français moyen, c'est pas évidemment un jugement. La moitié des Français, des foyers français, il y a exactement 100 ans, au lendemain de la guerre, vivaient de l'agriculture. D'accord ? Donc, de la Première Guerre mondiale, oui, c'est voilà. ça. En 1920, un Français sur deux, un foyer français sur deux vivait de l'agriculture. Quand vous vivez de l'agriculture, ce que vous pouvez vendre au marché, ça vous permet d'acheter une roue à la charrette. Et le reste, vous vivez avec. Tout va très bien. Et les autres 50% étaient soit dans l'industrie, soit dans la fonction publique, soit dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous n'avons plus que peu ou prou 200 000 Français qui vivent directement ou indirectement de l'agriculture. Vous imaginez de 50% à... C'est-à-dire presque rien. L'industrie agroalimentaire, les emplois associés, la pêche, tout ça, c'est quelques centaines de milliers de personnes. Allez, peut-être 1 million, 1,5 million. La plupart ne voient pas les radis ou les haricots qu'ils vont mettre dans les boîtes de conserve ou dans les barquettes surgelées. Donc, tous ceux qui avant étaient nourris par l'agriculture, et c'est vrai à l'échelle de la planète, prenez par exemple l'Afghanistan dont on nous a beaucoup parlé ces derniers temps. On dit l'Afghanistan, c'est pas un pays très développé. Le PIB de l'Afghanistan, c'est 20 milliards de dollars par an. Oui, mais en fait, c'est une économie informelle. L'immense majorité des Afghans, voire la quasi-totalité, vivent sur la terre. C'est nomade, oui, ils vivent sur la terre. Ils ont des chèvres. Ils sont les Français d'il y a un siècle. Mais ils sont les Français d'il y a un siècle. Donc aujourd'hui, on a des gens. Alors, c'est vrai que quand on va à la campagne, il y a encore beaucoup de gens qui ont un petit potager, qui ont des poules et qui n'achètent jamais d'œufs parce qu'ils ont des poules et qui n'achètent jamais de légumes parce qu'ils ont des légumes au fond du jardin. Je dirais que c'est plutôt le fait des quinquas, sexa, septuagénaires. Oui, mais alors, Jean-Baptiste, elle regarde Netflix. Jean-Baptiste, vous ne croyez pas que justement, eu égard tout ce que vous racontez dans votre livre, moi je crois, alors là, c'est une hypothèse. C'est ce que vous allez dire. Mais que les gens vont retourner beaucoup plus à la terre, que les gens avec la cassure des circuits alimentaires, vous voulez que... Là, on n'est pas très loin, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas très loin de la place du Trocadéro, qui est en face de la Tour Eiffel. Donc je vous propose, on va aller dans toutes les avenues qui partent en étoile de la place du Trocadéro, et chaque fois qu'on va croiser quelqu'un, on va lui dire, est-ce que vous savez planter des radis ? Est-ce que vous savez... Non, ils peuvent apprendre. Franchement, vous pensez que quelqu'un qui... Non, mais je ne parle pas de Paris, vous parlez de Paris, là, vous parlez de la bourgeoisie parisienne. Vous savez bien que Paris, c'est la France. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne peut pas y avoir des gens qui disent, écoutez, nous, on l'a peu... Comme pour les banques, je veux dire, comme la banque, vous savez très bien que ça peut se produire pour l'alimentation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ruptures de circuit. Non, mais, vous êtes d'accord ? Attendez, alors, ne partons pas 100 ans en arrière, partons tout simplement... En pleine Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passait ? Évidemment, ceux qui vivaient dans les grandes villes essayaient de se faire ravitailler par les cousins de province. Ça va arriver. Ceux qui ont de l'argent, ils ont toujours moyen d'accéder à des ressources alimentaires. Et tout. Mais être capable d'être autosuffisant ou même de produire un tiers ou la moitié de ce que l'on consomme. Vous voyez le gars quand même, encore une fois, c'est pas vrai que pour Paris, c'est vrai pour toutes les grandes villes. Tous les maires écolos bobos disent « Ah tiens, faites un potager sur votre balcon et on va planter des tomates sur les toits. » Non mais c'est juste une énorme blague. C'est une énorme non, ce que je veux dire, blague. c'est qu'ils vont essayer de se rapprocher des fermes. C'est ça. Oui, en tout cas, dans le couloir, juste avant de rentrer dans votre studio, une de nos consoeurs me demandait en voyant le livre, c'est quoi la solution ? C'est d'élever des poules et d'aller à la campagne. Je lui ai répondu, oui, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent, qui sont à la campagne, dites-vous que vous êtes dans la meilleure position possible. Si vous avez un bout de terrain, si vous avez des poules, si vous avez déjà vu égorger le cochon et si vous savez faire de la saucisse, vous êtes plutôt verni, un jour ça vous servira et vous serez bien content de savoir le faire. Et vous remercierez vos parents de vous avoir appris à le faire. Eh bien, on en parle avec les auditeurs de Sud Radio qui nous diront ce qu'ils en pensent, s'ils sont près d'une ferme ou pas. Tout à fait, nous avons Julien du Val-de-Marne qui nous attend à ce... Allez, à tout de suite. 13h18 sur Sud Radio, Jean-Baptiste Giraud est toujours notre invité. Il est l'auteur de ce livre Dernière crise avant l'apocalypse aux éditions Ring. Et on file tout de suite au standard pour accueillir Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Maxime et bonjour à Monsieur Guiraud. Donc je félicite la lucidité effectivement de ces propos parce que je pense que la crise Covid, on commence en fait effectivement à en faire un peu le tour, mais derrière, faut voir ce qui se cache. Comme il l'a très bien dit, je pense qu'en fait on a un immense problème qui est en train d'arriver, mais qui est déjà là. C'est l'euro qui va finir
à mon avis, moi j'ai lu plusieurs livres dans ce sens, mais pas que, même certains économistes commencent à le reconnaître, je pense qu'il finira par imploser. Et puis également, je voulais revenir sur le niveau d'industrialisation de la France, parce que c'est catastrophique. Tant qu'on n'aura pas compris que depuis qu'on est passé notamment à la monnaie unique, mais pas que, on a un tissu industriel français qui est en délitement total, par rapport notamment même à l'Italie qui s'en sort pas trop mal, l'Angleterre, on nous avait dit que ce serait l'apocalypse après le Brexit. Absolument. Mais bien sûr, c'est une blague énorme. D'ailleurs, on aimerait entendre des débats de fond sur le Frexit en France, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays. C'est silence radio, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, André, tant qu'on ne fera pas des vrais débats de fond, à la fois sur les scientifiques, par exemple, moi j'aimerais voir un débat de fond, Monsieur Perron, Monsieur Megarban, un débat de fond, Monsieur Asselineau, Monsieur Beaune, un débat, Monsieur Philippot, Monsieur Attal, tant qu'on n'aura pas ça, mais en fait on roulera les Français dans la farine. Je vais vous faire une citation qui est exceptionnelle parce que j'ai retrouvé ça hier, une citation de Monsieur Chirac en 79. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage. Je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. C'était quand, ça, Julien? Alors ça, c'était lors d'un meeting en 79. Et on a vu ce qu'a fait Jacques Chirac quand il a été élu président. Et vous voulez que je vous dise, André, pour en finir là-dessus, il y a Michel Cotta qui avait échangé avec lui, lui pose la question, mais pourquoi vous avez changé d'avis sur l'Europe? Et vous savez ce que lui répond Chirac? Il lui dit, parce que on ne peut pas être élu président de la République si on est anti-Europe. Donc voilà, sa conversion, tout est là, tout est dit. C'est dire le niveau de déliquescence de ce pays. Alors, quand vous dites la vérité, vous êtes brocardé. Voilà. Ou exécuté, comme disait Béa. Voilà. Justement, Jean-Baptiste Bire, alors revenons à ça, l'euro. Implosion de l'euro, dit Julien. Est-ce que franchement, pour vous, vu ce que vous avez écrit, est-ce que Europe telle qu'elle est, où il faut vraiment, je ne dis pas, vous êtes pour Frexit? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faut distinguer l'Europe et l'euro, parce que ce sont deux choses totalement différentes. L'Europe n'est pas l'euro et l'euro n'est pas l'Europe. Ensuite, je suis intimement convaincu, plutôt c'est prouvé scientifiquement, mathématiquement, économiquement, que l'euro nous a coûté très cher à nous, France. Ça, c'est une réalité. L'Allemagne est un des grands bénéficiaires de l'arrivée de la monnaie unique. En fait, l'euro est un marque amélioré, alors que l'euro nous a énormément coûté à nous économiquement. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que nous avons impérativement besoin de l'euro pour passer le cap, si on y arrive, à passer le cap de la crise dans laquelle nous nous situons. Aujourd'hui, le mal et le bien. Oui, non mais aujourd'hui, une perspective d'un Frexit serait pour vous une chute. Franchement, je veux dire, ce que vous sentez, laissons scientifique de côté parce que là, l'économie pour moi n'est pas une science. Mais parlons effectivement aujourd'hui. Si la question c'est est-ce qu'il faut se couper un bras, voire une jambe, pour sauver le malade? Est-ce qu'on est prêt à se couper un bras, une jambe pour sauver le malade? Est-ce que l'autre... On a toujours l'espoir de les soigner. Alors, est-ce que la perspective, elle est l'Europe, mais une Europe peut-être un peu changée par rapport aux règles du jeu d'aujourd'hui? Déjà, il faudrait qu'on arrête de penser collectif quand les autres pensent perso, et qu'on pense perso. Je vous rassure, les Allemands pensent perso depuis très longtemps. Les Anglais nous ont démontré qu'ils ont toujours pensé perso et pas du tout collectif. La preuve, c'est le Frexit. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'occupe des problèmes franco-français et qu'on commence à les résoudre avant de se dire « et l'Europe ?» Parce que l'Europe, en fait, c'est un nain. L'Europe, économiquement, ça pèse rien. L'argent que distribue l'Europe, sauf en situation de crise, c'est 70 milliards sur les 45 milliards, c'est finalement rien. L'Europe, c'est, de mémoire, je vais peut-être me tromper, les gens vont me corriger, mais c'est pas important, puisque c'est l'ordre de grandeur, c'est 1%. 1% de notre économie dépend des flux européens. Vous voulez dire face à l'Amérique ou à la Chine ?
Oui, face à l'Amérique ou à la Chine, mais surtout face à l'ampleur du problème. Se dire l'Europe c'est la solution ou c'est le problème, alors qu'en fait ça pèse pas grand-chose dans notre... pas sur le plan administratif, non, pas sur le plan administratif, pas sur le plan réglementaire. Ça pèse énormément. Mais économiquement, ça pèse rien. Oui, mais ça nous paralyse aussi quelque part. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça représente rien, mais les décisions ou les non-décisions de l'Europe contribue à notre déclin, effectivement. Regardez, un gars comme Michel Barnier, c'est quand même extraordinaire. Quand il est aux affaires, il est pour la mise en œuvre de toutes les règles de libre circulation, de mondialisation, d'échanges internationaux. Et il se présente à la présidence. Il se présente à la présidentielle et tout d'un coup, il dit on s'assoit sur un tiers des règles européennes. Il veut instaurer une taxe carbone à l'entrée des frontières européennes pour les produits qui... C'est surréaliste. C'est le mec qui a défendu la mondialisation qui vient dire ah non, maintenant les produits chinois on va les taxer. Chers électeurs, j'ai besoin de vous. Autre Maxime. On remercie Julien qui nous a appelé du Val-de-Marne et on enchaîne avec Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour, André Berkov, bonjour messieurs. Je suis d'accord, j'ai 71 ans, j'ai toujours été chef d'entreprise depuis l'âge de 30 ans. Et tout ce qui a été dit jusqu'à présent est quasiment juste, c'est tout à fait juste, à savoir tout ce qu'un produit, tout ce qu'un pays a besoin comme consommation doit être fabriqué dans le pays parce que la population a besoin de vivre. Ouais. Peut-être pas tout, mais une grande partie. Il faut qu'on soit autonome. Oui. La quasi-totalité, bien évidemment. Et c'est valable pour tous les pays du monde. Il est bien évident que certains pays ne peuvent pas avoir d'entreprise pour fabriquer des avions. C'est l'exception, d'accord ? Mais tout ce qui peut être fabriqué dans le pays doit être fabriqué dans le pays. Alors, pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise ont quitté le pays ? D'une part, parce qu'il y avait la patte du gain. Quand on a la possibilité de faire travailler un ouvrier 20 fois moins cher, c'est attirant. Et puis il y a eu aussi autre chose, c'est la taxation, l'imposition. Moi je l'ai vécu ça. Vous avez 50% d'imposition sur les bénéfices pour les PME, PMI et TPE. C'est le problème. Et ça a cassé les entreprises. Les chefs d'entreprise ont pris la fuite. Ils sont partis. Notre auditeur a tout à fait raison. Le problème français est en grande partie lié à sa fiscalité. Et surtout cette injustice, parce que les grosses SA, elles, n'avaient pas 50% d'imposition sur les bénéfices. Ça n'allait que jusqu'à 35% maximum, tout en leur permettant de faire fuir leurs capitaux. En fait, c'est même pas 35%, puisque la réalité, l'imposition réelle des grandes entreprises qui sont capables de consolider leurs comptes au niveau mondial, c'est 6%. La vraie fiscalité d'une grosse entreprise, c'est 6,7%, je crois. Surtout qu'ils peuvent mettre leur siège social ailleurs et tout. Et donc, en fait, ils réalisent que c'est payé que 6%. Les grosses entreprises étaient imposées, ça allait au maximum jusqu'à 35%. Maximum. Du chiffre d'affaires déclaré en France. Tout à fait. Donc pour vivre, il faut manger. Donc ça signifie qu'il fallait établir un salaire minimum sur le salaire minimum qu'il devait être versé à nos agriculteurs et nos éleveurs. C'était ça le prix de référence pour le salaire minimum. Or, on s'aperçoit que notre agriculture et notre culture ont été totalement ignorées quasiment. Et c'est pour ça qu'on en arrive depuis des années à avoir un cultivateur, un éleveur sur 3 qui se suicide. C'est une honte. C'est une honte. C'est pas un agriculteur ou un éleveur qui se suicide sur 3, c'est un suicide tous les 3 jours. Il fallait que nous ayons l'euro. Pourquoi ? Parce que c'était un bouclier contre le dollar. Le dollar qui impose sa volonté dans le monde entier. Il est anormal qu'on n'ait pas eu dans cette Europe une décision de faire en sorte que le dollar ne soit plus la monnaie universelle. Qu'il y ait une véritable monnaie universelle. C'est vrai, mais ça, Guy, il fallait une volonté politique pour ça. Tout à fait, mais il y a la volonté. Parce que depuis 50 ans, nous avons eu des laxistes. Nous avons pour moi des types qui n'ont pas été des gens capables de gouverner, qui se sont mis en avant, mais qui étaient incapables. Les Giscard, les Mitterrand, les Chirac, etc. Tout ça, ça n'a pas été de véritables dirigeants. Ok Guy, d'accord. Mais écoutez, c'est une analyse, je crois, que Jean-Baptiste Giraud partage et il n'est pas le seul. On en continue d'en parler avec lui et avec vous. Merci Guy de Paris de nous avoir appelé au 0826 300 300. Effectivement, notre invité reste jusqu'à 14h. Si vous voulez parler avec lui, communiquer, allez-y, appelez-nous. Et puis on reviendra aussi sur les sujets du jour, sur la mise en examen d'Agnès Buzyn ou sur les propos de Bolsonaro. Vous nous appelez au 0826.
300 300, à tout de suite. Jean-Baptiste Giraud est toujours avec nous. Il est l'auteur de cet essai Dernière crise avant l'apocalypse. Et nous reprenons le standard avec Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Bonjour Monsieur Verkov, bravo Sud Radio. Voilà, je suis ancien médecin. La question que je pose à Monsieur Jean-Baptiste Giraud qui fait une superbe analyse. Bonjour. Est-ce que si on avait eu 15 000 IDREA en France, il y en a plus de 20 000 en Allemagne, si on avait eu plus de médecins et tout, ça aurait évité la crise économique qui était la consécutive de très mauvaises décisions. Voilà, par exemple, aux Républicains, je leur propose, et est-ce qu'il y aura un candidat pour le faire, qu'on ait au moins 15 000 IDREA, que les infirmiers Bac plus 3 santé passent directement en seconde année de médecine, ils sont internes dans 5 ans, que les aides-soignantes se forment infirmières en 1 an. Alors le coût de tout ça à 40 milliards, on arrête les 600 éoliennes. Est-ce qu'à son avis, il y aurait eu plus de l'IDREA, ça aurait été une solution pour cette chute de l'économie, voilà, en partie. Alors, en fait, c'est pas une question d'avis, c'est une question d'observation objective des données. L'Allemagne, lors du premier confinement, qui a été très violent pour notre économie, qui nous a provoqué une récession inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, 8,6% de ralentissement de l'économie ou de réduction de notre activité économique, l'Allemagne est restée à 4%. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a beaucoup moins fermé les robinets entre mars 2012 et juin 2020. Entre mars 2020 et juin 2020, nous on a tout fermé, on a tout arrêté. L'activité économique s'est effondrée, certaines activités se sont arrêtées totalement, d'autres ont chuté de 30%. L'Allemagne a moitié moins fermé son économie. Pourquoi ? Parce qu'elle était capable d'absorber plus de malades. Maintenant, est-ce que la crise que nous vivons est intimement liée à la façon dont l'hôpital français, le système de santé français est géré ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que qu'il y ait une recherche de rationalisation des coûts de notre système de santé, une recherche à faire, à accomplir, c'est une évidence absolue. Oui, mais juste un mot là-dessus, et vous allez aller dans mon sens. C'était pas en créant des tas d'ARS et d'administratifs. Vous savez très bien qu'en France, l'administration des hôpitaux sont 30%, ils sont 10% en Allemagne. Bien sûr. Non, mais en fait, en Allemagne, des administrateurs. Et surtout, le problème, c'est qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de personnel soignant. Voilà. On a plus de personnel tagué santé qu'en Allemagne, mais on a beaucoup moins de personnel qui soigne vraiment. Voilà. Donc le problème il est là, on a énormément de gens qui sont dans des services administratifs. Qui vont faire la solution. Ah ben non, c'est pas eux qui vont aller changer les couches et les sondes. Merci Marc de nous avoir appelés. Et maintenant nous allons parler du sujet que nous avons évoqué tout à l'heure, celui de Bolsonaro. Bolsonaro qui, je rappelle, a expliqué qu'il refusait la vaccination obligatoire car Pfizer refuse de prendre les responsabilités des effets secondaires du vaccin. Et pour en parler, nous avons au standard Renaud de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, Monsieur Giraud. Oui, mais écoutez, cette déclaration du président brésilien Jair Bolsonaro est tout à fait magnifique. En tout cas, il faut la saluer. Après, je ne sais pas quelle est la part de sincérité et quelle est la part d'opportunité, puisque petit à petit, la vérité concernant les vaccins et la crise du Covid finira, je pense, et j'espère par éclater. En tout cas, c'est à saluer. Il est assez courageux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'État dans le monde qui ont tenu ces propos-là. Et quand je dis ça, je ne suis pas pro-Bolsonaro parce que je précise pour les gens, parce que les gens, malheureusement, il y a une tendance fâcheuse à surinterpréter les propos. Oui, quand je dis ça, je ne suis pas pro-Bolsonaro. Je suis d'accord avec vous. Que je ne suis pas brésilien. Et donc, moi, je suis classique dans les relations internationales. C'est-à-dire que la vérité, c'est que la réalité, c'est que Jair Bolsonaro est président de la République fédérale du Brésil. Et donc, je prends cette réalité en tant que telle. Et donc, moi, en tant que Français, je peux avoir un avis sur la vie politique française, mais je ne me mêle pas de ce qui se passe à l'étranger. Juste vous dire quelque chose. Parce que, quand même, hein. Oui, non, mais vous le précisez, mais moi, je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'on a toujours ça. Et on a quand même un mal, je dirais, une métastase cancérigène français. C'est de dire que si quelqu'un, nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous devons être pas d'accord sur tout. Moi, je dis que si quelqu'un qui n'a pas du tout mes idées, mais qui a des phrases et qui dit quelque chose qui correspond à du bon sens, je ne vois pas pourquoi je le condamnerais. Ah oui, lui il est facho, lui il est coco, donc je ne l'écoute plus, son discours ne vaut rien parce qu'il a l'étiquette. C'est pas possible. Vous savez, nous sommes victimes de ce terrorisme intellectuel qui est un terrorisme de débilité, qui consiste à condamner, à ostraciser, à stigmatiser, à excommunier toute parole de quelqu'un qui n'a pas l'étiquette qu'il faut ou l'étiquette qui la correcte. Je crois que c'est important. Voilà. Oui. Allez-y.
si je peux me permettre, je voulais juste rebondir sur le sujet de l'euro qui a été évoqué avec Julien, l'excellent auditeur précédent, et avec votre invité. Oui, allez-y. Moi, je pense que l'euro est une monnaie, j'essaie d'aller vite, hein, mais je pense que l'euro est une monnaie qui est inadaptée à la France, et que finalement nos élites ont choisi l'euro par paresse intellectuelle et par paresse politique. C'est-à-dire que en ayant choisi l'euro, on a décidé que l'Allemagne tiendrait les rênes au niveau de l'Europe, et nous, on fait rien. Ce qui nous avantage, c'est que l'euro est une monnaie qui est très chère par rapport au franc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit la dette, on a l'impression qu'elle est forcément moins élevée parce qu'on la voit, elle est chiffrée en euros. Si elle était chiffrée en francs français, je pense que là, les gens prendraient peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'on a fait ce choix-là, on désindustrialise, en même temps, on a rajouté de la fonction publique, de la bureaucratie, et le cas du Covid est un exemple tout à fait éclairant. Donc de la bureaucratie. Et en même temps, notre classe politique nous dit, nous, on n'y est pour rien, ça désindustrialise. Parce que l'euro pénalise nos entreprises, petites et moyennes entreprises, parce que l'euro est une monnaie trop chère. Et on continue là-dedans. C'est une erreur magistrale. Et on est en train de la payer. Non, mais effectivement, voilà. On est d'accord. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, alors, il faut préciser quand même ce que veut dire une monnaie trop chère. En fait, l'euro est une monnaie trop coûteuse par rapport à notre système fiscal et social. Ça veut dire que sur une entreprise française, on prélève beaucoup plus d'impôts et de charges sociales que l'entreprise, prenons à Strasbourg, une entreprise strasbourgeoise va payer en moyenne 30% d'impôts et de charges sociales en plus que l'entreprise qui est de l'autre côté du Rhin, à Kehl, qui est de l'autre côté du Rhin. Le pont, de l'autre côté du pont. Et donc, la même entreprise qui fabrique le même produit, avec peut-être le même niveau de technicité, de sophistication, va être pénalisée en France par ses charges sociales et fiscales. Et donc, c'est pas tant l'euro le problème, c'est notre fiscalité. Quelque part. Oui, alors vous pourriez dire, c'est l'euro le problème. Oui, non, le vrai problème, c'est notre fiscalité, notre système social. Si on avait un système fiscal et un système de financement de la protection sociale beaucoup plus frugaux et beaucoup plus précautionneux de l'argent public, qui est en fait l'argent qui est dans votre poche, eh bien ça irait beaucoup mieux. C'est ce qu'ont fait les Anglais. L'euro facilite ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'euro masque ça. Alors, voilà, le problème n'est pas que l'euro, mais je veux dire que l'euro a facilité cette forme de paresse et de plonger dans les déficits sociaux, etc. Et l'euro permet aussi d'emprunter facilement, gratuitement. Donc voilà. Non, mais c'est le vrai problème, c'est que l'euro... Vous voyez ce que je veux dire? L'euro a accéléré cette faculté qu'on peut avoir à plonger dans la dépense publique. Mais je vais dire... Depuis qu'on a l'euro, la dépense publique a explosé depuis Jacques Chirac. Mais ce que je vais vous dire là va pas forcément vous plaire, mais... c'est le pire moment pour sortir la monnaie unique, ou pour l'envisager. Aujourd'hui, vous voulez dire, il y a 10 ans, quand on sortait de la première grosse crise financière depuis très longtemps, on était suffisamment... Le malade était capable de galoper en lui donnant quelques coups de pied au derrière. On pouvait lui demander de galoper. Il n'avait pas tout un attirail de perfusion à tenir à bout de bras. Là, dans la situation dans laquelle nous sommes, la pire des choses, ce serait dire... on sort de l'euro parce qu'on en a besoin pour franchir le cap. Vous voyez, c'est effectivement le cocktail de vitamine E. Vous préconisez qu'on reste dans l'euro pendant encore 20 ans, 30 ans? Je pense que le problème n'est pas tant rester dans l'euro ou en sortir. Encore une fois, c'est une question essentielle. Non, la vraie question aujourd'hui, c'est plus la monnaie, c'est comment on l'utilise, comment on la fabrique, ou plutôt comment on crée de la richesse. Le vrai problème aujourd'hui, c'est comment on arrive à remettre les finances publiques à l'équilibre, comment on résout le problème des retraites qui ne sont pas financées. Ma retraite n'est pas financée, votre retraite n'est pas financée. Oui, mais attendez. Comment on crée de l'emploi? En réduisant la fiscalité, les charges sociales. Et c'est pas un problème d'euro, c'est un problème de création de richesse. Oui, mais ça repose le problème de l'Europe, là, peut-être pas de l'euro, mais de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, alors c'est la question que je vous pose d'ailleurs aux éditeurs Sud Radio, est-ce qu'on peut aujourd'hui remettre effectivement l'église au centre du village, remettre les équilibres, travailler sans qu'on soit sous l'épée de Damoclès européenne, je veux dire, sans tenir compte de décisions européennes. Est-ce que la France a aujourd'hui, à l'heure où on parle, en 2021, la possibilité de faire le ménage chez elle?
Oui, ou pas. Sur le Je parle de message fiscal, ménage économique, la fiscalité, message, tout ça, la fiscalité, même si on a des contraintes, par exemple, on peut pas décider de créer un 4e taux de TVA à 15% et encore un autre à 7,5%. Il y a un nombre de taux de TVA autorisés. Il y a 3 niveaux de TVA autorisés dans les règles européennes, donc on ne peut pas en créer un 4e ou un 5e. Non, mais je parle au niveau de la fonction publique, de tout ça. On a le contrôle. La fonction publique, on a le contrôle. La dépense publique, on a le contrôle. Le système de retraite, on a le contrôle. Le système de protection sociale, on a le contrôle. Or, comme aujourd'hui, la sécurité sociale dans son ensemble, c'est plus d'un tiers de les dépenses publiques. Si on attaque ce sujet de la dépense publique par l'endroit où les robinets sont ouverts en grand, déjà on améliore la situation. Vous connaissez Charles Prats, que vous avez évidemment reçu, son livre qui s'appelle Cartel des fraudes et dont le 2e exemplaire sort chez le même éditeur que moi, Ring, Cartel des fraudes 2, je rappelle d'ailleurs le titre de mon ouvrage. Donc moi, mon ouvrage, c'est Dernière crise avant l'apocalypse, c'est Charles Prats, c'est Cartel des fraudes 2. Il dit qu'il y a en gros 50 milliards d'euros qui sortent du système tous les ans et qui partent ailleurs, pour faire très très simple. Eh ben, si déjà on réussissait à récupérer 25 milliards sur ces 50 milliards, je sais bien que ça peut paraître utopique, mais en fait c'est faisable. On réduit un certain nombre de dépenses publiques, on retrouve les moyens d'agir. Et encore une fois, pour répondre à votre auditeur, ce n'est pas un problème d'euros, je parle d'ailleurs en euros. Si on récupère de la capacité de l'agir, de la motricité, pour prendre une analogie automobile, c'est l'automobile qui roule avec 2 pneus à plat. Donc la Peugeot 5008 française, elle roule en permanence avec ses 2 pneus à plat et à côté, vous avez une BMW 4 roues motrices qui traverse même la neige. Mais Jean-Baptiste, le problème, on revient toujours au même problème. D'ailleurs, je le dis aussi pour Marc et pour tous nos auditeurs. Le problème, c'est la volonté politique. Parce qu'on revient toujours à ça. Vous savez, le problème de l'euro et tout ça, on peut en discuter. Et c'est vrai que c'est très important. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, de volonté de courage, et bien sûr de courage, c'est absolument lié. Et si je reviens à ma marotte, si on ne va pas tous se mobiliser et voter, mais pour le moins pire, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je veux dire par là qu'on ne peut, on n'a plus les moyens de l'abstentionnisme, on n'a plus les moyens de se dire on reste chez nous, on n'en a rien à faire, c'est comme ça. André, c'est le sens du titre. Sinon, Dernière crise avant l'apocalypse. Vous avez relevé que ma préface ne fait que 4 pages, mais dans la préface, avec Jacques Bichot, que je salue au passage s'il nous écoute, qui est un brillant professeur d'économie, docteur en économie, docteur en mathématiques, nous arrivons à la conclusion que cette fin du monde que l'on appelle apocalypse n'est pas inéluctable, mais qu'il faudra vraiment s'en donner les moyens. Il faut agir vite, on n'a pas 5 ans ou 10 ans de plus pour attendre. Celui qui va prendre les rênes du pouvoir en 2022, en juin 2022, le temps qu'on ait élu les députés, il va vraiment devoir se mettre à bosser dur, intensément. Il ne part pas en vacances, personne ne part en vacances, et on change les paramètres immédiatement. Espérons que ce ne soit pas un vœu pieux, et c'est tout le problème. Merci Jean-Baptiste Giraud, vous restez encore un quart d'heure avec nous, et on remercie Renaud qui était notre auditeur là tout à l'heure, qui appelait de Seine-Saint-Denis. Vous disiez en amont de votre propos être d'accord avec Bolsonaro, et bien restez bien avec nous parce que nous avons Sébastien de Besançon. Vous verrez, lui il est en désaccord avec le président brésilien. Tout de suite. Sud Radio 13h49, nous sommes toujours avec notre invité Jean-Baptiste Giraud, et donc je le disais, nous sommes avec Sébastien de Besançon au standard. On me dit que vous connaissez bien le Brésil, et donc vous êtes en désaccord avec les propos de Bolsonaro, c'est ça? Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors non, je suis pas en désaccord sur le fond, ni même sur la forme. Je pense qu'il faut comprendre, peut-être contextualiser un petit peu ce qui se passe au Brésil en ce moment. C'est les élections l'année prochaine, en 2022. Oui. Bolsonaro, c'est un libéral, donc il faut garder ça en tête. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit profondément que les gens sont libres de choisir. En plus, concernant l'idée que le vaccin, que Pfizer n'assumerait pas de responsabilité, et donc qui ne se vaccinerait pas pour cette raison-là ou autre, c'est déjà plié au niveau administratif, puisque Pfizer a fait un accord avec Europharma au Brésil, donc la branche brésilienne d'Europharma, pour fabriquer au Brésil localement le vaccin Pfizer l'année prochaine, livrer 100 millions de doses. Le gouvernement brésilien, donc Bolsonaro le sait, le ministère de la Santé a pris une assurance internationale de 24 millions de réals,
qui est très peu en soi, mais pour contrer d'éventuelles demandes d'indemnisation en cas d'effet grave du vaccin. Donc tout ça c'est plié en fait, ça c'est joué. Bolsonaro, il fait juste son spectacle parce que il donne à son électorat ce que son électorat a envie d'entendre. Oui, bien sûr. Et en face, on a Lula qui dit exactement le contraire parce que Lula, il a un électorat qui a envie d'entendre le contraire. Donc c'est un jeu politicien, quoi. C'est un jeu politicien là-dessus, comme beaucoup de nos politiciens font en ce moment aussi sur Covid et compagnie. Complètement, moi je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui relève de la guerre. En fait, le vaccin, il cristallise cette guerre, ces deux visions de la société, une très libérale, une plus conservatrice. Voilà. Et donc finalement, Bolsonaro, il joue le rôle qu'il doit jouer. D'ailleurs, il faut se souvenir que depuis le début de l'année, Bolsonaro a dit tout et son contraire sur le vaccin Coronavac, donc chinois, qui est fabriqué sous la marque Sinovac au Brésil. Un coup il dit que c'est bien, un coup il dit que c'est pas bien, un coup il dit que la Chine c'est eux qui ont créé le virus, un coup il leur dit c'est génial, on est des partenaires économiques et tout va bien. Et puis quand ça va pas économiquement, il dit que tout va mal. Mais merci pour vos éclaircissements. Non, mais c'était important aussi de voir, parce que la politique, vous savez, dans toute cette crise mondiale, je dois dire que le sanitaire a joué un rôle, mais la politique a joué un rôle beaucoup plus grand, et on le saura bientôt. Merci beaucoup Sébastien, et nous accueillons maintenant Denis de Tarbes. Denis, vous voulez discuter avec Jean-Baptiste Giraud qui est encore avec nous pendant quelques minutes. Bonjour Denis. Oui, bonjour Denis. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Donc en fait, je ne sais pas si ce point était abordé en début d'émission parce que je ne l'ai pas entendu, mais il y a, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu aux chiffres et qui creuse un peu au niveau de la BCE, de la Fed, où on peut lire leur bilan annuel, etc., on ne peut que voir arriver une immense crise financière qui, je pense, a été masquée jusqu'à maintenant. C'est la quatrième de couverture du livre. C'est exactement la quatrième de couverture du livre Dernière crise avant l'apocalypse. Juste quelques chiffres, je ne sais pas ce qui est abordé comme chiffre dans votre livre, mais par exemple, il faut savoir que sur une année où globalement dans le monde l'an dernier, on était à moins 4% de PIB mondial, on a eu quand même une progression de l'indice boursier américain qui a pratiquement doublé au cours de l'année. On a eu un bilan de la Fed, alors là quand même c'est quand même un truc qui est énorme, donc qui est la Banque centrale américaine. Au niveau des liquidités, en fait, ils sont passés de 4 millions de dollars au niveau de la valeur de leur liquidité, de leurs réserves, quoi. Ils sont passés à 8 millions de dollars. Je veux dire, c'est des chiffres, ils ont doublé leur bilan, quoi. C'est juste inimaginable. Et toutes ces sommes-là, en fait, si on fait, par exemple, on va dire les 3 plus grandes banques mondiales du monde, ils ont injecté l'équivalent de 10% de la valeur de l'économie mondiale dans les marchés. Ce qui fait que le reflux dont vous parlez, de seulement 4%, en fait, c'est un faux chiffre, puisque tout comme notre croissance aujourd'hui, on dit c'est super, la France rattrape son retard, mais quand on fait plus 6%, quand on vous a injecté des centaines de milliards... On a fait juste moins de 2, quoi. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que comme on injecte des centaines de milliards qui ne sont pas créés réellement par l'économie, en fait, c'est dopé, c'est un chiffre truqué. C'est les stéroïdes. Là-dessus, oui, au niveau financier, au niveau boursier, ces injections de liquidités qui sont énormes, elles sont injectées où? Elles sont injectées dans les bourses. Et typiquement, sur une année où l'économie mondiale a diminué, je pense partout dans le monde, à part peut-être en Chine et quelques pays qui en sont passés un peu au travers, on a des bourses qui se sont envolées comme si c'était les 30 glorieuses. Donc je veux dire, il y a un moment, si la valeur boursière reflétait réellement l'économie réelle, on va dire, on n'aurait pas des bourses qui partent dans les sommets de l'Everest. Mais à un moment, toutes ces liquidités, les banques centrales les ont injectées pour rassurer les bourses et qu'elles ne tombent pas, mais ces liquidités, elles sont venues ex nihilo et elles sont garanties sur des emprunts d'État qu'elles ont remis pour les garantir dans les bourses où elles injectent elles-mêmes déjà des liquidités. Donc si vous voulez, on est un peu dans une espèce de serpent qui se mord la queue au niveau financier. Il va arriver un moment où c'est un peu la fable du roi qui se promène à poil, quoi, c'est-à-dire
à quel moment la finance va oser reconnaître qu'elle n'a pas d'habit sur elle, et quand c'est qu'il y a un garçon qui va pointer le doigt vers eux en disant « Eh, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Alors, est-ce que justement, non, mais c'est intéressant, raison, bien sûr. Très intéressant, est-ce qu'au fond, il y a une chose, l'économie que vous exposez dans votre livre et ailleurs. On parle pas que de ça, parce que sinon ce serait très pénible. Heureusement qu'on parle pas que de bilan. Non, je sais, mais des sommes de dettes qu'on a fabriquées. Non, mais c'est important parce que c'est la réalité aussi de notre monde. Mais est-ce que la finance a complètement décollé comme une fusée de l'économie? Mais bien sûr, oui, mais parce que pour une raison tout simple. Alors, quand votre auditeur dit l'argent était injecté directement dans les bourses, non. L'argent est fléché vers l'économie réelle, et dès que quelqu'un de l'économie réelle a de l'argent fabriqué gratuitement, il se dit, est-ce que je vais le mettre sur le restaurateur d'à côté qui a besoin d'un coup de pouce pour passer le cap, ou est-ce que je vais le mettre sur une action en bourse, américaine ou n'importe quoi, qui est en train de grimper en ce moment? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va aider le petit restaurateur du coin à passer le cap, ou est-ce qu'il va aller mettre de l'argent là où on lui promet des pourcentages de 20, 30, 50% en quelques semaines? Bien sûr, le problème c'est que l'argent va toujours là où il a le plus de chances de faire des petits. Et voilà. Donc c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et voilà ce qui explique que votre fille est muette et que votre boursier est très riche. Jean-Baptiste Giraud, Jacques Bichot, dernière crise avant l'apocalypse. Lisez-le et il vous ouvrira. Merci Jean-Baptiste Giraud, et on remercie Denis qui nous appelait de Tarbes. Nous on se retrouve demain à midi, André, et dans un instant Brigitte Lay, 14h-16h sur Radio. À demain.